La nuit, c'est le repère des ténèbres, des monstres sous le lit, de la solitude. Et Tim déteste la nuit. Ça lui rappelle qu'il est orphelin, qu'il n'a pas d'amis, et surtout ça lui rappelle sa peur du noir. Ces ténèbres qui te recouvrent et qui t'engloutissent. Mais Tim a un réconfort la nuit, il a son étoile, Adara. Elle veille sur lui et lève le voile de ténèbres en faisant resplendir sa lueur. Tim a donc un rituel tous les soirs. Il déplace son lit sous le regard excédé de ses camarades vers une fenêtre dont il détient la clé, et se baigne alors dans la lumière des étoiles. Il peut donc dormir tranquillement. Un jour, Tim fera accidentellement tomber le ballon d'un de ses camarades au pied d'un lugubre escalier, mais il aura trop peur de s'aventurer dans ces ténèbres. Pour lui faire payer, le propriétaire du ballon volera sa clé, et donc Tim sera prisonnier du noir. Il se sauvera alors en montant sur le toit de l'orphelinat, là où il a l'habitude de répertorier les étoiles. Mais cette nuit, une chose affreuse va se passer. Les étoiles vont commencer à disparaître. Et c'est aussi le cas pour l'étoile de Tim, Adara. De stupeur, Tim trébuchera et sera sauvé de justesse par un étrange bonhomme. Il s'agit du berger des chats, Shaman. Pourquoi crois-tu qu'on me surnomme le chaman? Il veille sur les chats qui veillent à leur tour au sommeil des enfants. Chaque enfant a un chat qui veille sur eux. Celui de Tim est fainéant et somnoleur, tout l'inverse du jeune garçon qui ne trouve pas le sommeil. Tim expliquera le problème au berger qui cédera finalement pour l'emmener chez le roi de la nuit. Tim réussit tant bien que mal à entrer dans le bureau du roi de Nocturnia, Mocha, qui s'avère être un bonhomme accro au café. Il devrait pas boire autant de café, c'est pas bon. Et un homme très peu à l'écoute. Tim s'emparera alors du dossier laissé sur la table qui mentionne l'existence d'un gardien des étoiles. Ensuite, il fera croire au berger que le roi en personne lui demande d'aller à sa rencontre. Au même moment, le roi chapote toute la nuit et semble en savoir plus qu'il ne laisse paraître. Il a mordu à l'hameçon, patron. Excellent travail, monsieur Pi. Il ne nous reste plus qu'à attendre. Le gardien des étoiles est à l'autre bout de la ville, et cela laissera à Tim et aux spectateurs le temps d'admirer le ballet de créatures de la nuit, qui ont chacun une fonction assez saugrenue, par exemple frapper des branches sur des vitres, emmêler les cheveux, faire siffler le vent. Toute la nuit est orchestrée avec une sévère précision par ces créatures étranges, qui offrent un orchestre millimétré et envoûtant. Non mais c'est pas possible. Je dois être en train de rêver. Je veux que tu éloignes le berger sur le champ. Patron, vous voulez que je fasse ça? Non, tu n'y penses pas. C'est quoi? En chemin, Tim verra une étrange ombre qui éteint toutes les lumières, sûrement la cause de la disparition des étoiles. Mais Tim a trop peur pour aller voir. Le roi Mocha enverra alors de la brume pour perdre nos héros. Cela ne manquera pas, et Tim et Shaman seront séparés. C'est alors que le jeune garçon verra une lueur au loin. Une étoile? Tu me traites moi d'étoile, espèce de petite graine de voyou. Je vais t'en faire voir moi des étoiles. Ce qui provoquera la colère de ses congénères, qui le prendront en chasse. Shaman sauvera le jeune garçon de justesse et ils reprendront ensemble leur périple sous le regard exaspéré du roi Mocha. Le moment est venu pour toi de passer à l'action. Vous voulez dire de faire ça? Oui. Oui, ça fait 2 fois qu'il en parle, c'est quoi? Tim et Shaman sont presque arrivés, mais les étoiles se font de plus en plus rares. Ma maman m'a dit que tout le monde pouvait avoir son étoile. Tu en choisis une et après t'as plus qu'à regarder le ciel pour voir sa lumière. Et plus jamais te sentir seul la nuit parce que ton étoile veille sur toi et qu'elle te protège du noir. Elle m'a dit qu'elle serait toujours là, mais c'était pas vrai. T'inquiète pas, moi je ne te laisserai pas tomber, c'est promis. Et avant l'aube, toutes les étoiles brilleront de nouveau à leur place, tu verras. Après tout, on fait une super équipe. Après ce petit passage touchant, la fameuse ombre débarque en emportant sur son passage quelques lumières. Shaman s'enfuit en prenant Tim avec lui, mais il sera emporté par son élan. Pas l'animal. Il tombera dans l'eau. Non, j'y vais pas, elle est froide. Bon, évidemment, Tim aidera à le repêcher. Pendant ce temps, Pi exécutera son plan sordide. C'est quoi? Le pipi au lit. Il s'appelle pas Pi pour rien. Tous les enfants se réveilleront alors en sursaut. Alors Shaman laissera tomber Tim pour voir ce qui se passe. Ce coup-ci, je ne peux pas Tu tomber. as dit que tu ne me laisserais pas tomber. Ça, c'était un mensonge. Ouais. En même temps, il vient de griller son seul argument pour que Shaman le suive. Tu penses qu'à ton travail et à ce que Mocha pourrait dire. Il ne m'a même pas écouté quand je lui ai parlé des étoiles qui ont disparu. C'est le pire but Et donc, contre son cette camp qui fiche, pouvait il arriver. ne te l'a jamais donnée, hein? Nous sommes ici sans sa permission. Shaman et les chats rendormiront les enfants et le berger apprendra que Monsieur Pi est la cause de tout ce remue-ménage. Le berger ira donc rendre une petite visite à Mocha. Mocha, cacao, papadam, hein? Tim de son côté continuera seul et arrivera enfin au phare. Mais il est vide, pas de signe de gardien. Il entendra alors une voix. Il y a quelqu'un? Quelqu'un? Enfin. Je
commencé à désespérer. Entendre des voix, c'est mauvais signe. C'est une étoile, et pas n'importe laquelle, l'étoile polaire. Elle lui explique que plus personne n'habite le phare depuis très longtemps. Tim se décourage alors, et il lui explique le but de sa mission. Surprise d'apprendre que les étoiles s'éteignent, l'étoile polaire décide d'indiquer au jeune garçon le mécanisme pour aller chercher les étoiles. Elle pense que c'est le commutateur de secours d'Adara qui est désactionné, mais en repêchant l'étoile, elle constate avec horreur qu'Adara est éteinte définitivement. Ça signifie... qu'elle est morte. En parallèle, les Luminions se réunissent pour une attaque suicide pour affronter l'ombre. Ils se font tous décimer un à un. Seul Murray survit grâce à son ampoule qui s'éteint par moments. Quelle scène au vermicelle! Personne n'aura la ref, cela dit, quelle scène! Le roi explique à Shaman que seul l'enfant peut arrêter cette ombre. Mais Shaman refuse de laisser Tim affronter ce danger seul. Je ne resterai pas ici les bras croisés. C'est votre façon de faire, pas la mienne. Tim cherche à protéger à tout prix la dernière étoile. Les ténèbres se répandent de plus en plus, les habitants commencent à douter. Shaman rencontre dans la foule Murray, qu'il prendra sur son dos. Tim comprend que Mocha était au courant de tout depuis le début. Il décide donc d'aller au palais en volant. Lors du meeting donné par Mocha, il apprendra que c'est de sa faute si les ténèbres attaquent Nocturnia. Le responsable de tout ceci n'est autre qu'un petit garçon nommé Tim. Tim doit vaincre sa peur du noir, s'il veut que le royaume de la nuit voie un autre jour. Ou peut-être une nuit. Le jeune garçon a du mal à digérer l'info, mais au loin il entendra arriver Shaman. Il n'y a plus que 2 lumières dans la ville, et l'ombre ne tardera pas évidemment à les courser. Shaman se servira de Murray pour l'attirer ailleurs, mais il ne fera que retarder l'inévitable. Oh, Shaman, tiens bon, tu vas t'en sortir. J'en suis sûre, ça va aller. Pardon, je suis désolée. Moi, je ne te laisserai pas tomber, c'est promis. Ceux qui t'aiment ne t'abandonnent jamais. Ils restent présents au fond de ton cœur. Même s'ils ne sont plus là. Cette fois, c'en est trop. Tim prendra sous le coup de la colère son courage à 2 mains. Et son étoile aussi. Il fera face à la créature. Ça ne sert plus à rien de courir. C'est ça que tu veux? Tu me fais plus peur. Tu n'existes pas. Tim rallumera l'étoile, et toute la ville de Nocturnia reprendra petit à petit vie. Les Luminions, les étoiles, seul Shaman ne répond pas à l'appel. Le guide de Tim, celui qui lui a appris à vaincre sa peur, à ne plus craindre la solitude, sera toujours avec lui, dans son cœur. Mais bon, évidemment, il n'est pas mort si un chat miaule à votre fenêtre. C'est que le berger n'est sûrement pas loin. Tim, de retour chez lui, lancera alors le ballon à son camarade. Ça y est, il n'a plus peur du noir. Ah, tant de choses à dire sur ce film. C'est quand même un vrai petit bijou d'inventivité et de poésie. La façon dont est régi le monde de la nuit, où chaque créature a son rôle, est bourrée de bonnes idées. Merci, la prévention ivresse. Cela dit, on frôle le même problème qu'ont les films de Pete Docter, comme Saul ou vice versa. On essaie d'expliquer des mécanismes de notre monde avec des approximations encore plus grandes. Ça donne de la poésie parfois, mais dans la plupart des cas, c'est surtout plutôt incohérent. Pourquoi est-ce que les âmes auraient un caractère prédéfini? Pourquoi auraient-elles des mentors célèbres? Si nous avons des émotions dans notre tête, pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas elles aussi des émotions? Ici c'est pareil, non? Des gobelins qui frottent des vides pour faire du bruit, c'est chronophage et inutile. Et puis pourquoi il y a des ébouriffeuses? Ok, mais faisons taire 5 minutes notre esprit cartésien et constatons la différence entre ce film et les films de Pete Docter. Là, c'est traité avec une certaine poésie. Le film a conscience que c'est absurde, mais c'est un ballet. C'est un monde de rêve, un monde créatif. Dans les films de Pete Docter, on vulgarise un sujet pour l'expliquer, et donc malheureusement avec approximation. Je trouve le monde de la nuit d'une poésie folle. Ça n'a pas vraiment de sens, mais c'est magnifique. Cette chorégraphie bien huilée, ce ballet nocturne. Quand on est enfant, on a tendance à lire entre les lignes. Même si c'est un univers un peu plat, on verra ce qu'il y a autour. C'est pourquoi, une fois adulte, on est parfois déçu. C'était mon cas pour le film Frosty, par exemple. Mais dans ce film, il y a une vraie intention de placer un décor totalement onirique. Je suis sûr qu'enfant, j'aurais adoré ce film. Je l'aurais peut-être même adulé. On sent qu'il est fait pour les enfants, d'accord, mais il le fait terriblement bien. Il y a de la poésie, de la tension, le risque de mourir, un personnage principal en qui on se projette. On soupçonne Mocha d'être le méchant, donc on a une sorte de retournement de situation. Les enjeux sont intéressants. Il y a le message très beau, même si un petit peu classique, du deuil, mais le message le plus important, c'est surtout apprendre à vaincre ses peurs. Imaginons que vous êtes un enfant qui a peur du noir. C'est tout à fait possible qu'après la vision de ce film, vous arriviez à vaincre votre peur, parce que c'est un voyage initiatique, un film qui vous prend par la main, que vous vivrez en compagnie du héros. Enfant, j'ai cauchemardé sur un loup géant, je l'ai affronté et au réveil, j'avais vaincu ma peur. C'est un petit peu pareil ici.
aussi. Ce film, j'en suis persuadé, peut vraiment aider à affronter le mal dans les yeux. La mise en scène est très efficace, avec ses longs plans panoramiques qui nous montrent les détails fourmillants de ce monde. Une mise en scène extrêmement sublimée par la musique de Nicolas Herrera. Par exemple, lorsque le berger court sur les toits, on a une bande son qui tressaute, comme si elle suivait les bonds du personnage. Ce que je trouve très cool dans ce film, c'est qu'on ne sait pas vraiment si ce monde est inventé par Tim, si ce n'est qu'un rêve. Après tout, on nous a montré au début du film que le personnage a une imagination débordante. C'est ce que n'a pas tenté Frosty et ce que j'aurais préféré voir. Enfin, The Magic Gift of the Snowman, je vous renvoie à ma vidéo. Ici, on peut tout à fait s'imaginer que Tim a vaincu sa peur, soit lors d'un cauchemar, soit en allant chercher le ballon. D'ailleurs, cette histoire de ballon est intéressante. Elle délimite le début et la fin de l'histoire, et donc la progression de l'arc scénaristique de Tim. Mais ce que je trouve cool, c'est que Tim ne subit pas vraiment de harcèlement. C'est assez répandu de faire ça dans les films pour qu'on plaigne le personnage principal, pour montrer son isolement, mais je trouve ce procédé un petit peu trop bourrin. Là, on voit qu'il est différent et pas accepté, mais au final, il ne subit pas vraiment de harcèlement. Les enfants le prennent en grippe pour une bonne raison et ne s'acharnent pas forcément sur lui, même s'il reste cruel. Et je trouve ça cool de parler du harcèlement aussi, mais sauf que ça devient un petit peu trop récurrent. J'aime aussi beaucoup le fait qu'on soupçonne le roi Mocha d'être un méchant tout au long du film. C'est plutôt fin et ça maintient le spectateur en haleine. La scène que je trouve la plus marquante, c'est celle-là. Camarades, nous ne sommes plus qu'une poignée de Luminions. Nous devons rester unis pour faire face à l'ennemi, le kidnappeur. Je comprends pas. Le commutateur marche pas. Mais si elle refuse de se rallumer, ça signifie qu'elle est morte. Non, c'est pas possible. Attends. Quelle scène au vermicelle! Le désespoir qui en ressort est dingue. Les Luminions meurent de manière très graphique, et en même temps, Tim se rend compte que son étoile est aussi morte. C'est très dur, et en plus on nous présente l'ombre comme étant une menace inarrêtable. Elle ne s'arrête même pas pour capturer les Luminions, ils sont sur son sillage. La mise en scène de ce méchant est parfaite d'ailleurs. La caméra devient frénétique lorsque l'ombre attaque, la musique aussi, car elle est insaisissable. C'est le méchant parfait, sans état d'âme, puissant et en accord avec l'arc du héros. Pareil pour la scène du décès de Shaman. C'est une scène qui, je le sais, m'aurait marqué enfant. C'est plutôt convenu, le fameux « je serai toujours dans ton cœur » et puis le sacrifice final, mais c'est des choses très fortes pour l'imaginaire des bambins. Là aussi, on peut faire un parallèle avec Frosty et la mort de Boule de Neige. Toujours de Magic Gift of the Snowman, hein, vous m'avez compris. Le graphisme du film, les chara-designs sont vraiment atypiques, ce que je trouve très intéressant. Les enfants ont une grosse tête, de gros membres qui se terminent en mains ou en pieds très fins. Ils ont des yeux en point, ce qui rend difficile l'exercice de leur donner des émotions, mais ça fonctionne pourtant très bien grâce à leurs nombreux traits d'expression. Celui qui a le visage le plus expressif, c'est Shaman. Bizarrement, ou pas, on y reviendra, il a une voix très posée et très peu expressive. Shaman a un design vraiment atypique, il a d'énormes bras et de tout petits pieds, et puis un visage épuré. Ça doit être très compliqué pour lui de se mouvoir ou même de plier le bras, mais ce design est bougrement marquant. Les autres créatures de la nuit sont moins inspirées à mes yeux, le roi est un humain normal, les réceptionnistes aussi, les trolls sont assez classiques. Cela dit, Monsieur Pie et les ébouriffeuses ont aussi un design très marquant. Pie pour son côté pile électrique, espiègle, et les ébouriffeuses pour leur côté sinueux, félin, autant qu'effrayant finalement. Les décors sont magnifiques. Louons pour ça Alfredo Torres. Ils rendent parfaitement hommage au monde de la nuit. Seul bémol, parfois on nous dit que la nuit est noire alors qu'elle semble éclairée, comme au petit jour. C'est compliqué de faire un film dans une nuit noire, hein, certes, mais je trouve que là, la colorimétrie n'est pas cohérente. J'aimerais revenir sur le fait que chaque enfant a son chat gardien. Je trouve ça assez étonnant comme choix et je me suis demandé pourquoi. Est-ce qu'il y a une symbolique? Pourquoi pas des moutons? On compte bien les moutons pour dormir, pas les chats. Le chat, c'est un animal qu'on dit magique, qu'on dit spirituel. Il voit des choses que nous, on ne voit pas, comme les fantômes par exemple. Ce sont les compagnons des sorcières, et ils sont connectés au monde spirituel et donc peut-être un peu au monde des rêves aussi. C'est sûrement pas pour rien qu'on en retrouve beaucoup dans les œuvres de Lovecraft. On retrouve aussi des chats dans Monster Allergy, mais ça n'a rien à voir. Et puis bon, le chat c'est un petit peu le symbole du flegme. En tout cas, le chat titré de Tim est intéressant car il est son parfait opposé. C'est donc un flemmard, mais qui n'hésite pas à mettre sa vie en danger pour veiller sur son petit protégé. C'est une sorte de porte-bonheur. Tim est doublé par Hélène Bizot.
la voix régulière de Charlize Theron, mais aussi la voix de Hawkeye dans Full Metal Alchemist. Elle donne sa voix également à l'étoile polaire. D'ailleurs, j'ai trouvé ça surprenant que dans le script, l'étoile que doit sauver Tim ne soit pas Adara. Est-ce que c'est parce que cette étoile représente la mère décédée du héros, une sorte de souvenir inaccessible? Est-ce que c'est une façon de faire son deuil? Le berger chaman est doublé par Jean-Luc Reichmann, et voilà, c'est pour ça que j'ai été surpris par cette voix. C'est pas un comédien, enfin pas vraiment. Honnêtement, ça arrive que des stars fassent du bon travail. C'est d'ailleurs grâce aux stars que le milieu du doublage a une certaine réputation. Mais bon, faut quand même que le rôle corresponde un minimum. Le visage du chaman est hyper expressif, la voix de Reichmann est super monocorde, ça colle pas. Tobermory, fais-le dormir s'il te plaît, et toi tu vas aller te coucher bien gentiment. Bon, au moins il donne un aspect fatigué à son personnage, alors je trouve que ça correspond pas à son visage, mais c'est intéressant, parce que le chaman doit endormir les enfants. Le roi Mocha est doublé par le célébrissime Roger Carrel. Évidemment, rien à redire, ça a été un plaisir et une surprise de l'entendre dans ce film, exactement comme le fait d'avoir entendu Philippe Pétieux dans le rôle de Murray. La voix de Homer Simpson, Pathé dans Un monstre à Paris, Danny DeVito, le flic dans Monster House, etc. Le sbire de Mocha, Monsieur Pi, est magistralement interprété par Patrick Pelgrin, le chasseur de Pokémon dans le film Celebi, Miaouz dans Jirachi, Rifki dans Bad Cat, Géant dans Doraemon, Manetti, le père et Monsieur Zonka dans Angelo le débrouille, Géom dans Le Petit Prince, etc. Je vais pas faire toute sa biographie. Non, biographie. Les enfants sont en grande partie doublés par Isabelle Volpe, Patrick Noéry fait la plupart des Lumignons, et les ébouriffeux sont doublés par Evelyne Grandjean, Catherine Cerda et Florence de Mortier. D'ailleurs, je dis doublé, mais je ne sais pas s'il s'agit de création de voix, car c'est un film franco-espagnol. En premier lieu espagnol, certes, mais allez savoir pour quelle exportation ce film a été fait en premier. Je n'ai pas le DVD, donc je n'ai pas de making-of, si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Le film est de Victor Maldonado et Adria Garcia. Ils ont fait la réalisation et le scénario. Leur film est sorti en 2007 et a reçu un accueil plutôt positif. Cela dit, on va pas se mentir, personne n'en parle, c'est un film très underground, alors je me suis dit qu'il fallait peut-être le remettre Dans la lumière. la lumière des étoiles. Car ce film est très bon. Parfois l'univers et la réalisation sont comparés à Guillermo del Toro, à Tim Burton, à Miyazaki, à Murnau, mais jamais à lui-même. Alors que je trouve que ce film a une patte définitivement bien à lui. C'est un film original qui a remporté 2 distinctions. Le prix du meilleur film d'animation au Festival du film de Barcelone en 2007, puis le prix Goya du meilleur film d'animation en 2008. Il relate la quête de tout petit garçon victime de solitude, ou affligé de la peur du noir. C'est une quête initiatique, très contemplative et immersive, peuplée d'étranges créatures et d'étranges personnages. C'est une symphonie poétique et une ode au rêve. Je ne sais pas pourquoi je me fatigue, c'est strictement inutile.